Il est 22 heures. Ton animal ne va pas bien du tout. Il est bizarre, pas comme d'habitude, et tu commences vraiment à t'inquiéter. Premier réflexe, tu prends ton téléphone et t'appelles ton veto. Sauf qu'il répond pas. La clinique est fermée et pas de garde ce soir. C'est jamais simple de savoir quoi faire, et encore moins quand c'est en pleine nuit, dans la panique. Aujourd'hui, on va parler d'urgence vétérinaire à domicile. Ces vétérinaires qui peuvent venir chez toi à n'importe quelle heure pour prendre en charge ton animal. Mais aussi d'un numéro d'urgence qu'il faut absolument connaître. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Fabin aujourd'hui, vétérinaire spécialisé dans les urgences à domicile. Il va nous expliquer comment ça fonctionne, quand faire appel à eux et quels sont les bons réflexes à avoir face à une urgence. Alors, si tu veux être prêt en cas de pépin avec ton poilu, reste bien avec nous, l'épisode va commencer. Bienvenue sur Allo Pets, le podcast qui t'aide à comprendre et prendre soin de tes animaux. Je t'emmène avec moi à la rencontre de pros qui nous font découvrir toutes les pratiques, astuces et solutions concrètes qui font du bien à nos poilus. Je suis Romane, propriétaire peut-être comme toi, qui se pose de nombreuses questions sur nos compagnons. Alors si toi aussi tu veux devenir un super pet parent, abonne-toi et découvre chaque mois une nouvelle thématique. Hello Pierre, bienvenue sur Allo Pets, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis très très content d'être là aussi pour nous parler d'urgence, notamment. Alors, est-ce que tu peux te présenter Pierre pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore? Je suis vétérinaire depuis 10 ans. Maintenant, je suis sorti de l'école en 2014. Quand j'ai commencé ma carrière, je voulais soigner des vaches. Pour moi, soigner à Kiki la nuit, c'était hors de question. Je voulais bosser avec des pros. Je viens de la campagne, donc je voulais être avec mes vaches, mes bottes toute la journée. J'ai fait ça pendant 2 ans avant d'avoir envie de changer de région. À l'époque, dans le milieu des vaches, c'était en vraie crise laitière. On a appelé ça dans les années 2014-2016, donc ça allait pas très bien dans les fermes. Et j'avais décidé de changer d'air. Donc je suis passé à Paris pour quelques mois à la base. Euh, j'ai découvert le métier de vétérinaire urgentiste à domicile à ce moment-là. Et je pensais rester quelques semaines. Bah, ça fait 10 ans maintenant quasiment. Je suis tombé amoureux du métier, des gens surtout, parce qu'il faut le rappeler, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on fait vétérinaire parce que on aime les animaux, que pas forcément les gens, et qu'on préfère les Eh animaux oui. aux gens. Mais c'est nécessaire d'aimer les gens quand on est vétérinaire aujourd'hui, parce que c'est avec eux qu'on échange, et ils sont tellement inquiets pour leurs animaux que le contact humain, c'est aujourd'hui, c'est la plus grande partie de mon métier, c'est du contact humain avant d'être du contact avec l'animal. Et je suis là autant pour les animaux que pour leur famille. Et c'est ça qui m'a énormément plu dans ce que je fais aujourd'hui, et donc je suis vraiment tombé amoureux. Et en étant urgentiste, donc je travaille la nuit, les week-ends, Ouais. forcément. Quand les autres veulent pas travailler, souvent, on travaille aussi un peu la journée quand même, parce que sinon, ça se voit pas. J'ai 17 ans à la base, mais je vieillis un peu prématurément. Non, je rigole. Ouais, donc non, on a heureusement du temps de libre pour se reposer, parce que travailler toutes les nuits, ça reste dur. Voilà, ça reste du travail de nuit, donc on a un peu plus de temps de libre qu'un vétérinaire normal pour se reposer, justement. Ça nous arrive souvent de terminer à 6 heures du matin, donc pour garder un rythme, on se repose quand même, parce qu'il faut faire attention à nous. Donc j'ai eu beaucoup de temps de libre et beaucoup d'aventures qui me sont arrivées dans toutes ces consultations à domicile. Et j'ai eu la chance du coup d'être contacté par un éditeur pour écrire un livre qui Eh s'appelle oui. Vous avez appelé le veto, qui est mon premier livre. J'en ai de nouveau à sortir là, qui vont sortir prochainement sur les urgences aussi justement, où je raconte toutes mes histoires d'aventures à domicile. Parce que c'est des vraies aventures. On partage une tranche de vie. Ça peut être, je vais parfois dans des squats avec des drogués, parfois dans des appartements luxueux, parfois chez des stars, parfois chez des gens sans papier. Voilà, donc je côtoie toute la population, et c'est une chance énorme qui s'offre à moi, parce que c'est hyper riche d'un point de vue humain, Ouais. avec un point commun en plus à tous ces gens, c'est qu'ils sont comme moi et qu'ils aiment les animaux, donc c'est super cool. Parce qu'en général, quand on m'appelle, c'est qu'on les aime. Mon livre, que j'ai sorti il y a quelques années maintenant, m'a ouvert aussi de nouvelles portes, les portes de la télé. J'ai été chroniqueur avec Sophie Davant dans l'émission En Bonne Compagnie. Et depuis un an quasiment maintenant, je chronique à la radio tous les jours sur Ici, donc
anciennement France Bleu, euh, où justement j'ai pris une autre casquette, c'est de donner des conseils aux gens. Alors, tous les jours, j'interviens en urgence, donc la partie conseil, c'est vraiment la toute fin de la consultation. D'abord, on gère l'urgence et on donne deux, trois petits conseils à la base, quand une fois qu'on a fini. Mais là, j'ai vraiment pris une autre casquette qui est celle d'essayer d'éviter les urgences aux gens, à travers justement de l'éducation des propriétaires d'animaux, de leur apprendre ce que c'est un animal, comment on s'en occupe, les problèmes qu'il peut y avoir, et d'essayer de prendre un peu tout ça en amont, parce que, comme dit, il y a trop d'urgences. On n'a pas Ouais. assez de vétérinaires en France aujourd'hui, il y a trop Ouais. d'urgences. Donc souvent c'est pas, on court pas après. Voilà, si on pouvait toutes les éviter, on les éviterait toutes. Mm. Mais mon but c'est aussi ça aujourd'hui, c'est d'éviter aux gens d'avoir ces urgences et qu'ils s'occupent bien de leurs animaux, qu'ils sachent ce que c'est, parce qu'on a beaucoup d'abandon aussi aujourd'hui d'animaux Eh et oui. que parce que les gens ne savent pas à quoi s'attendre, ne savent pas ce que ça va être d'en avoir un, et que parfois juste avec la prévention, on peut éviter des gros problèmes et des abandons. Donc voilà, c'est ma nouvelle Ouais. casquette depuis quelques mois. D'où l'épisode d'aujourd'hui d'ailleurs pour expliquer tout ça. Est-ce que tu pourrais nous parler du 3115, ce fameux numéro? Qu'est-ce qui se cache derrière le 3115? Qu'est-ce que c'est? Moi? Non, donc c'est notre numéro. En fait, on est historiquement, on est des services d'urgence à domicile, donc des TOADOM et des maisons des urgences, qui sont des cliniques qui sont ouvertes uniquement la nuit. Et on est présent sur beaucoup de villes en France aujourd'hui. Et donc, on a créé ce numéro pour que les gens ne se retrouvent pas démunis la nuit, parce que justement, on ne sait pas forcément qui appeler, on n'a pas forcément le réflexe d'appeler son vétérinaire. Alors, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui s'appelle, dans la profession vétérinaire, qui s'appelle la permanence des soins. Donc, votre vétérinaire, s'il est fermé, doit vous donner une solution. Mais on n'a pas forcément ce réflexe d'appeler son vétérinaire parce qu'on se dit, bah non, je sais qu'il est fermé. Donc on se retrouve vite à chercher sur Internet. Euh, Eh oui. et sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. Et ces dernières années, il y a des numéros payants qui se sont développés, qui sont là pour, c'est des arnaques en fait, qui sont là pour Ah prendre ouais. 3, 4, 5 euros pour vous orienter vers une clinique qui est fermée au final. Donc on a créé ce Ok. numéro justement en concurrence, enfin pour contrer ces numéros, on va dire, et que les gens aient vraiment une solution. Donc c'est un numéro qui est gratuit, donc vous pouvez Mm. l'appeler même si vous n'avez pas d'abonnement téléphonique. C'est nous qui payons la communication. Et vous êtes mis en relation avec un service de régulation, qui sont donc des hommes et des femmes, des assistants vétérinaires, des étudiants vétérinaires qu'on a formés pour nous aider dans cette tâche de la réception téléphonique. Et si vous ne savez pas si votre animal est dans un état d'urgence, vous pouvez parler à un vétérinaire gratuitement pour avoir des conseils et savoir si c'est une urgence ou pas, si vous pouvez attendre la réouverture de votre vétérinaire. Et si c'est une urgence, on vous mettra justement donc en relation avec soit un service de vétérinaire à domicile, s'il y en a dans votre région, soit une clinique qui est ouverte la nuit dans votre secteur, à moins de 45 minutes de chez vous. On peut appeler du coup de n'importe où en France. Vous appelez de n'importe où en France, vous rentrez juste votre code postal. On couvre aujourd'hui quasiment 40 millions d'habitants, donc ça couvre toutes les grandes villes et leurs périphéries. On a 6 ou 7 villes à venir cette année encore, donc je peux en parler. Ça va être Orléans qui n'était pas couvert jusqu'à présent. Il va y avoir Mulhouse, sûrement Besançon, sur les secteurs qui n'étaient pas encore couverts. Et c'est un numéro aussi à se rappeler parce que quand on part en vacances, on ne sait pas qui appeler en général. Donc on couvre toute C'est la Côte vrai. d'Azur, le secteur de Bordeaux, le secteur de Toulouse, les Alpes, pour ceux qui vont à la montagne. Donc pensez à ce numéro-là pendant vos vacances parce que ça doit faire partie de votre trousse de secours, parce que vous n'avez pas de vétérinaire dans le secteur. Donc ça peut vraiment vous sortir du Mm. pétrin si jamais il y a un souci. Et je pense notamment, tu vois, à mes origines, hein, je viens d'une contrée, où il y a plus de vaches que d'habitants. Là, j'appelle le 3115 par exemple, si, je suis, à la campagne et que j'ai une urgence. On va dire, je viens de la même contrée reculée que toi. Donc, ça dépend quelle campagne. En fait, ça couvre pas tout. Donc, si vous êtes dans un secteur qui est OK. pas couvert, en fait, on vous rappelle qu'il faut appeler son vétérinaire. Justement, on vous rappelle que votre vétérinaire a ce devoir d'assurer sa permanence pour savoir, voilà, pour pas se retrouver à appeler un numéro payant sur Internet qui ne servira strictement à rien, parce que vraiment, vous n'aurez personne en ligne, juste un numéro d'une clinique qui sera fermé. Notre but, OK. c'est vraiment dans les années à venir d'ouvrir le 3115 à tout le monde. Là, comme dit, on couvre la moitié de la population. Ça veut dire qu'il faut qu'on
double nos effectifs, nous aussi, donc Mm. ça se fait pas du jour au lendemain. Donc c'est pour ça que on ouvre grande ville par grande ville, secteur par secteur. On espère dans les 2 à 3 ans à venir couvrir tout le monde. On fait des petits communiqués à chaque fois qu'une nouvelle région ouvre, donc on le met dans la presse locale en général pour avertir les gens que l'option est disponible maintenant. Mais c'est ouais, il y a votre vétérinaire qui est là quand même. Dans tous les cas, hein, dans tous les cas, même si vous pouvez appeler votre vétérinaire pour voir avec qui lui travaille pour sa permanence de soins. Ouais. Nous, on est là vraiment quand il n'y a pas d'infos, quand il n'y a pas de trucs. Vous pouvez appeler aussi de façon générale, mais c'est vraiment pour donner une solution aux gens et leur rappeler ce qu'il faut faire en cas d'urgence qu'on a développé ce truc. Ne pas oublier le 31 15, un numéro à vous noter dans le téléphone et ne jamais l'oublier en cas d'urgence. Du coup, c'est quoi une urgence vétérinaire à domicile? Ça consiste en quoi en fait? Comment ça se passe? Alors, une urgence veto à domicile, c'est moi qui suis chez moi, à la maison, le soir, à attendre que les urgences tombent. Alors, comme je vous l'ai dit, en général, on est sollicité en permanence. On se déplace en voiture, en scooter pour certains, avec 25 à 30 kilos de matériel pour prendre les urgences. Donc, on ne vient pas sans rien. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est adossé au 31 15, on a notre numéro, notre 01, par exemple, à Paris aussi, hein, qui fonctionne pour veto ad hoc. Et donc, vous avez d'abord avant l'urgence, vous avez le centre de régulation au téléphone qui est là pour vous donner les délais d'intervention, pour vous dire dans combien de temps on sera là. Voilà, on a des délais d'intervention, on essaie d'être très court. Donc il y a deux statuts d'intervention, c'est les prioritaires. Moi, j'ai un animal, j'interviens dans un rôle SAMU dans ce cas-là. L'animal qui vient de tomber des étages, j'ai plus récemment un chat tombé du 20e. L'animal qui convulse, l'animal qui est en détresse. Et c'est là que la régulation va jouer un rôle aussi. Il y a Ouais. certaines interventions qui ne sont pas pertinentes à domicile. Une torsion d'estomac sur un chien, pour ceux qui ont des grands chiens, et ça peut-être ont peut-être été confrontés déjà. On peut avoir l'estomac de son chien qui se tord. C'est une urgence chirurgicale. On n'opérera pas ça à la maison. Un chihuahua qui a du mal à mettre bas peut venir faire un contrôle, mais s'il y a une césarienne, on la fera pas à la maison. Donc il y a quelques petites interventions comme ça sur lesquelles on essaie de pas se déplacer, sauf si vraiment ça m'est arrivé d'y aller parce que j'étais avec deux personnes âgées de 80 ans qui avaient un Oui. Leonberg de 90 kilos, qui n'arrivaient pas à charger dans la voiture, en torsion d'estomac. Donc j'y suis allé pour prendre en charge le chien, les aider à le mettre dans leur voiture pour qu'il puisse être transporté à la clinique et pris en charge là-bas. Ça nous arrive aussi parfois de faire des transports assistés d'animaux. Par exemple, le chat qui tombe du 5e étage, qui a les 4 pattes cassées, vous allez peut-être pas réussir à le manipuler, donc on va intervenir pour calmer la douleur avant de transporter cet animal. Et donc ça c'est, on va dire, 25% des interventions à peu près. On a vraiment un rôle urgence vitale et on est là dans l'heure. Voilà, vraiment c'est en moins d'une heure vous avez un vétérinaire chez vous, c'est ça notre objectif dans ce cas-là. Et après il y a le statut un peu plus, j'appelle ça en comparaison avec SOS médecin, SOS veto, où c'est des urgences qu'on appelle relatives. L'animal ne sera pas mort le lendemain si on n'interviendra pas, il sera peut-être un peu dégradé, mais on va être là pour son bien-être, pour le bien-être de ses propriétaires aussi qui sont peut-être juste inquiets, faire un contrôle, vérifier justement qu'on n'est pas dans la première situation parce que c'est pas toujours facile pour les gens d'évaluer l'état de leur animal parce qu'ils parlent pas. Parce qu'on est un peu au niveau de la pédiatrie dans ce cas-là. Hein. Donc Mhm. on sait pas forcément et on sait pas quoi regarder. Donc nous on essaye de toujours de réguler ça au téléphone et de voir si vraiment il y a des signes d'urgence ou pas. Mais parfois la description des propriétaires est pas suffisante parce que quand on demande à quelqu'un est-ce que votre chat est abattu, ça veut dire quoi abattu? Voilà, il est fatigué, il souffre, il a mal ou pas, et parfois il faut qu'on palpe en fait, faut qu'on touche, faut qu'on voit. Ouais. Et donc dans ce cas-là, on passe faire un contrôle pour soulager l'animal, vérifier ce qui se passe et le traiter dans ce cas-là. Donc comme dit, on intervient avec nos 25 kilos de matériel. On a de quoi tout gérer. Mis à part ces urgences chirurgicales qu'on essaie d'identifier au téléphone, une torsion, on sait l'identifier au téléphone. Voilà, on ne se déplacera pas, sauf si les gens peuvent pas, et on vous redirige tout de suite en clinique. Sur la césarienne, c'est pareil. On vous donne les risques, on vous dit voilà, là il vaudrait mieux se déplacer parce que si un chihuahua, les chihuahuas, le problème c'est qu'ils ont souvent peu de chiots qui ont des grosses têtes comparé à leur corps et à leur bassin. Donc souvent quand il y a qu'un seul chiot, on sait à l'avance que ça va être une césarienne. Donc pour les bulldogs c'est pareil, on est à 80-90% de césarienne, donc on va pas s'amuser à venir à la maison juste faire un contrôle pour vous envoyer en clinique derrière. Donc dans ce cas-là, on vous dirige tout de suite en clinique. Mais pour les autres urgences, par exemple quand j'interviens, euh, après que je sois passé, je suis à 3% d'hospitalisation immédiate. Donc c'est-à-dire que dans 3% des cas, je vous dirais écoutez là, pour la nuit, vaut mieux qu'ils soient sous surveillance parce que ça peut se dégrader. Donc
En fait, on va traiter avec nos 25 kilos de matériel, on va stabiliser tous les animaux pour qu'ils puissent attendre le lendemain que votre vétérinaire prenne le relais. Donc, on va envoyer un compte rendu. Vous avez les parents des animaux vont les avoir aussi. J'appelle ça les parents, moi. Si ça, je sais pas si Oui, ça porte moi comme ça aussi. qu'on dit aujourd'hui. Donc, les propriétaires d'animaux vont avoir le compte rendu, mais on va aussi l'envoyer à leur vétérinaire parce qu'on est vraiment un service d'urgence. Donc, on fait pas de vaccin, on fait pas de pose de puce, de castration, ce genre de choses. On est Et là oui. pour les urgences, mais on Mhm. n'assure pas forcément le suivi non plus. C'est exceptionnel qu'on assure des suivis, c'est pour des personnes qui n'arrivent pas à se déplacer. On préfère que le suivi soit assuré par le vétérinaire habituel. Nous, on est vraiment là pour l'urgence. Donc derrière, on vous recommandera un contrôle sous X jours ou pas si c'est une pathologie banale. Voilà, si c'est une gastro, on va traiter l'animal et ça va aller mieux, il y aura pas de contrôle. Mais si on a décelé un problème, on vous dire, ben voilà, dans X jours, vous retournez chez votre vétérinaire. Par exemple, le chien qui s'est fait mordre avec une plaie, on va poser les points de suture, on peut endormir à domicile, hein. On va laisser quelques jours d'antibiotiques, mais il faudra faire un contrôle de cette plaie. Donc, on vous dira dans 3-4 jours, vous allez chez votre vétérinaire pour faire le contrôle. Et 10 jours après, vous allez faire retirer les points là-bas. Mais on aime bien qu'il y ait un contrôle intermédiaire entre pour être sûr que tout se passe bien. Et donc, on adresse ce compte rendu à votre vétérinaire. Et après, on reste disponible. Tout simplement, s'il y a besoin de conseils par la suite, par rapport suite à notre intervention, il y a le service de régulation qui est là. S'il y a des questions, s'il y a des choses à savoir en plus, voilà, il y a une évolution du cas de l'animal, le service de régulation est là pour dire, écoutez, là, ça évolue, peut-être qu'il faut envisager d'hospitaliser parce que ça s'aggrave et que ça va pas. Bien, voilà, c'est normal, c'est des effets secondaires qui peuvent arriver. Je parle notamment, quand on fait une injection de morphine à un animal, au bout de quelques heures, il va souvent tuber un petit peu, dormir un petit peu. Donc parfois il y a des gens qui peuvent s'inquiéter, même si on les prévient de ces effets secondaires-là, ils veulent savoir si c'est normal. Donc on a le service de régulation qui est là 24 heures sur 24 pour leur expliquer tout ça. Et une fois que c'est fini, on part sur l'intervention d'après. Voilà. Ok. Voilà une intervention pour donner un ordre d'idée, c'est 25 minutes de trajet en général. On intervient, par exemple moi j'interviens, j'ai bossé dans plusieurs régions, j'ai fait Paris, l'Île-de-France, j'ai fait le Nord, j'ai fait les Alpes. On a 25 minutes de trajet entre une intervention et après c'est 1 heure sur place à peu près, entre 45 minutes et 2 heures parfois pour certaines interventions plus compliquées. Ça dépend vraiment du type de cas sur lequel on tombe. C'est-à-dire si c'est une petite diarrhée, un petit problème, voilà, un animal en gastro mais qui est pas bien et qu'on veut soulager, ça va être 45 minutes. Si on a besoin d'endormir un animal ou de faire des points ou de voilà, ça m'est arrivé d'intervenir pour des chats empalés sur des grilles, quoi. Donc de désincarcérer un animal accroché sur une grille, bloqué derrière un radiateur, bloqué dans une fenêtre. Un chien qui a la tête bloquée dans une grille, quand il faut scier la grille, ça prend un peu plus de temps Ah en ouais. général. Et c'est toi Ouais, qui on fais ça? intervient. Ouais, bien sûr, j'ai ma caisse à outils avec moi, donc c'est moi qu'on envoie en plus dans ce cas-là. Ouais, parce Ok. que voilà, on est en plus, alors on fait chien, chat, nac. Moi, je fais les animaux de basse-cour. Comme j'ai commencé à la campagne, on va dire, et que je soignais des vaches, des chevaux, je fais aussi les chèvres, les alpagas, les cochons. Il y en a en Île-de-France, hein, tous les nacs, Ok. les oiseaux, tout ça. Donc parfois, ça va aussi dépendre de qui travaille ce soir-là. On vous dit, écoutez, ce soir, oui, on a quelqu'un pour soigner un oiseau. Tous les vétos se sentent pas forcément et on n'enverra pas quelqu'un qui se sent pas. On part vraiment chien, chat, nouveaux animaux de compagnie à poil, donc lapin, cochon d'Inde, furet, hamster, tout ça, tout le service va les faire. Quand on arrive sur du reptile, sur de l'oiseau ou bien des animaux de Ouais. basse-cour, ça dépend des compétences des gens qui sont là le soir-là. Moi, je fais tout. Ok. Alors, je suis urgentiste, je suis pas spécialiste. En urgence, on est compétent, mais voilà, je vais stabiliser l'animal jusqu'à ce que le vétérinaire spécialiste en acte prenne le relais le lendemain. Je pense à la tortue qui est passée sous la tondeuse. J'ai une tortue qui a sauté du premier étage une fois. À l'oiseau qui s'est pris une vitre. À la mise bas. Ça m'est arrivé de faire des mises bas sur des nacs. Voilà, tous ces problèmes-là. Donc, on prend tout ça en charge. Et quand ça se passe mal, par exemple, après une intervention, je me mets plutôt à ta place, là, pour le coup, et avec ma vision de propriétaire. Est-ce que ça peut se retourner contre toi? Alors, on va dire, ouais, on va dire, c'est mon job de base, c'est de savoir si s'il y a un risque que ça se dégrade ou pas. OK. Donc, je laisse une trace écrite de tout ça à chaque fois. OK, c'était Et plutôt vers là que je voulais venir. c'est pour ça qu'il y a le Ouais. compte rendu. Ouais, aujourd'hui, on a de plus en plus de plaintes, les vétérinaires. Les OK. propriétaires sont de plus en plus exigeants. Voilà, ça se comprend. L'animal de compagnie a une place centrale dans la famille, Mmh. mais il y a de plus en plus de plaintes contre les vétos. Il y a de plus en plus d'incivilités contre les vétos. Donc j'ai la chance de n'y avoir quasiment jamais
avoir eu droit. Mais ouais, ça peut, bien sûr on est sujet à tout ça, ça peut mal se passer. Il peut y avoir des choses auxquelles on n'a pas pensé, ça arrive aussi. Alors, pour le premier, c'est vraiment ça, c'est de savoir comment ça va évoluer, d'en avertir les propriétaires et on l'écrit toujours. Parce que parfois, il y a des propriétaires aussi qui sont dans le déni, qui veulent pas voir et qui sauront, n'entendront pas. Au moins, on est dans de l'émotionnel sur l'urgence. Donc, Bah oui, oui. on a un message à faire passer. Sur le message qu'on va essayer de faire passer, il y a 80% qui va être oublié globalement parce que il est 3 heures du mat, qu'on est fatigué, que les personnes ont été Mm. réveillées au milieu de la nuit. Donc, c'est pour ça qu'on laisse cette trace écrite de dire voilà, là, il faut surveiller ça, il faut regarder ça. Voilà ce qui risque de se passer par la suite. Parfois, on a le droit de pas savoir sur le coup aussi, parce qu'une Mm. consultation ne peut pas suffire parfois à déceler un problème. Quand vous allez chez votre médecin traitant, parfois, il vous envoie à un autre endroit derrière pour savoir. Et on va chez 2, 3, 4 médecins. En médecine vétérinaire, on n'a pas la chance que les animaux parlent, donc ça peut aussi arriver. Et toi, tu connais pas l'animal aussi? Voilà, on a les carnets de santé des gens, on a tout ça. Mm. Donc, si on arrivait à avoir un jour une appli qui nous remonte tout l'historique des animaux avec tous les résultats d'analyse qui étaient là, ça serait l'idéal, vraiment, parce que ça se Et met elle seulement en s'appelle place Animéo? voilà, ça arrive à ce qui paraît. Ça arrive? Non, ça serait vraiment un gros plus pour nous parce que ça nous faciliterait encore la vie. Même en humaine, ça existe seulement depuis récemment avec les espaces santé connectés et tout ça. Donc, Ouais. c'est vraiment quelque chose qui manque aujourd'hui. On a la chance. En urgence, c'est moins important, on va dire. Sauf sur des cas qui évoluent vraiment depuis longtemps et qui n'ont pas eu de suivi, des animaux qui ne sont pas médicalisés. Là, ça peut être parfois un peu limité. Mais sur savoir si l'animal sera en vie le lendemain, je touche du bois. J'ai jamais perdu un animal après une de mes interventions sans que je l'ai prévu. Ok. C'est-à-dire qu'il y a des gens aussi, je leur ai dit, écoutez, s'il reste à la maison, ça va mal se passer. Et il y a des Mhm. risques que ça se passe mal. Les gens ne voulaient pas, voulaient juste essayer des soins à la maison. Ça se comprend, c'est pas du jugement du tout. Ouais. C'est-à-dire que parfois, on se dit aussi, on essaye, on voit si ça passe ou pas. On ne veut pas hospitaliser l'animal parce que hospitaliser un animal, c'est pas toujours facile. Il y a des chats, on sait que si on les envoie en hospitalisation, ils mourront en hospitalisation. Voilà, on le sait, ça va. Voilà, ils sont en fin de vie, ils auraient besoin d'une hospitalisation, mais ça va mal se passer en hospitalisation parce que le chat n'a jamais été médicalisé, qu'il est compliqué, qu'il est agressif, qu'il ne remangera jamais à la clinique et que c'est sûr. Donc il y a des gens qui font le choix aussi de dire, bah écoutez, on essaie un traitement, on va voir si ça se passe à domicile. Et parfois même j'interviens une première fois et quelques heures après j'interviens pour une fin de vie parce que le traitement n'a pas amélioré. Ça arrive aussi. Voilà, la fin de Ok. vie, ça fait partie à part entière de mon métier. Il faut savoir. C'est en urgence, c'est Mm. exactement 8% des interventions. On intervient pour 8% de fin de vie. Parfois, c'est des fins de vie qui sont prévues, donc c'est-à-dire qu'on m'appelle Ok. en demandant une fin de vie. Et parfois, c'est des fins de vie qui ne sont pas prévues. J'arrive et puis on décide de la faire ensemble à la maison parce que justement, s'il n'y a pas une hospitalisation, s'il n'y a pas tout ça, ça se passera mal. Donc, on peut faire le choix à ce moment-là de dire, bah écoutez, non, on veut pas ça pour lui. Euh, Ouais. parce que c'est pour les animaux, c'est pas toujours facile et que il y a plusieurs facteurs qui rentrent vraiment en compte dans ce cas-là. Il y a le facteur financier parce qu'une hospitalisation, c'est des frais Mm. et que tout le monde ne peut pas se le permettre parce qu'il y a le facteur comportement animal et stress de l'animal. Vaut mieux parfois qu'il parte tranquillement à la maison plutôt que d'avoir passé 2 jours en clinique et qu'on décide de s'arrêter à ce moment-là. Ça aurait été 2 jours de stress avant la fin, c'est pas ce qu'on veut forcément pour son animal. Mm. Et c'est un pourcentage, c'est un pronostic, en disant voilà, là, même si on hospitalise, il y a des chances qu'il s'en sorte pas, ok, on prend une décision, soit on tente le tout pour le tout, ce que certaines personnes veulent, mais si on est sur un chat de 18 ans qui est dans cet état-là, on va peut-être plutôt prendre l'option de se dire ça suffit, on arrête, et il va partir tranquillement à la maison, avec entouré de toute sa famille qu'il aime. Ouais. Ça peut être mieux pour lui à ce moment-là. Et il y a même des gens maintenant qui font le choix. Je vois le cas à la maison, on décide de l'hospitaliser, il revient à la maison et on fait la fin de vie à la maison. Ça m'arrive aussi. Ok. Voilà, donc on a cet accompagnement-là qui est possible parce que ça se passe plus tranquillement à la maison et que c'est plus serein pour l'animal et que toute la famille est là, que l'environnement est plus calme et que c'est plus sympa pour lui. C'est pas exactement le mot, on va dire, mais c'est des moments vraiment pleins d'émotions Mm. où je pleure parfois aussi. Ça Bah m'arrive de ouais, pleurer moi aussi. comment tu gères tout Euh, ça? Parce que c'est quand même assez, enfin, c'est dur. Pour toi, déjà, tu viens chez la personne, tu as déjà toute cette atmosphère-là assez lourde, que tu dois gérer, plus, gérer l'animal, comment ça se passe? c'est on fait le mieux pour l'animal.
Voilà, à partir du moment où je sais que c'est le mieux pour l'animal, on encaisse. Voilà, on fera jamais une fin de vie qui est demandée qu'on juge, une fin de vie de convenance, on appelle ça, donc des gens qui nous appellent pour mettre, voilà, qui veulent se débarrasser de leur animal. Ça m'est arrivé un jour de voler un chat. Je suis reparti avec le chat parce que j'avais peur qu'il Ah le tue. ouais? Ouais, je suis parti avec le chat. Je l'ai endormi à la maison et puis je leur ai dit que j'allais l'euthanasier dans ma voiture. Oui, j'ai volé un chat, voilà. Toute la France est au courant. Et je l'ai relâché chez une vieille dame que je connais qui d'ailleurs me l'a représenté quelques années après ça quand je suis passé chez elle parce qu'il était sur son canapé ce jour-là. Je l'ai relâché dans son Ok. jardin, je l'ai pas averti, je savais qu'elle le recueillerait. Mais j'ai vu en fait, c'était une histoire un peu spéciale où une dame avait besoin d'aller habiter chez sa fille parce que cette personne âgée n'arrivait plus à gérer toute seule et sa fille voulait vraiment se débarrasser du chat. Et j'ai senti dans l'atmosphère de cette maison qu'elle se débarrasserait du chat. Et elle m'a présenté un chat qui était malade. Ils m'ont dit, il est malade, ça va pas bien. Je suis arrivé, le chat m'a sauté sur les genoux, il était en pleine forme. Il avait juste un petit souffle au cœur. Donc j'ai fait un petit protocole anesthésique assez safe, pour que il y ait aucun risque pour l'animal, et Ouais. que il s'endorme, que les gens pensent que je vais l'endormir. Et puis je l'ai emmené avec moi et puis je l'ai relâché derrière. Et Waouh. il est toujours en vie et il est toujours chez cette personne âgée qui recueille beaucoup de chats, que je remercie d'ailleurs, qui se reconnaîtra peut-être. Le chat noir sur votre canapé, c'est moi. Et non, non, donc ouais, je suis déjà, ce jour-là, j'ai déjà dit non à des euthanasies aussi en disant non, là c'est pas le moment, je ne le Ouais. ferai pas. J'ai celle-là où je suis parti avec l'animal carrément parce que j'ai eu peur vraiment alors ça aurait terminé peut-être en abandon ou pire, je sais pas, mais il y avait une atmosphère dans cette Ouais. maison, une froideur chez cette dame qui faisait que je voulais pas le laisser là. Et ouais, donc quand on juge que c'est le mieux pour l'animal, ça se fait tout seul. Alors, ce qui est lourd parfois, c'est le contexte autour. Ouais. C'est-à-dire que il y a des situations personnelles des gens qui font que j'ai déjà passé plusieurs heures à pleurer avec des propriétaires et que j'étais incapable de travailler derrière. Je pense j'en ai deux comme ça où une fois j'ai fait une fin de vie sur un chat où le chat avait été offert à une petite fille pendant sa chimio. Toute la famille était là et j'ai toujours des frissons quand je parle de celle-là. Mm. Et en fait, j'intervenais pour la fin de vie et cette petite fille est décédée de son cancer et donc c'était un peu le lien avec leur petite fille qui était en train de partir aussi. Et toute la famille était là. J'ai pleuré comme une madeleine, quoi. C'était horrible et je me souviendrai toujours de la dernière phrase des gens. Ouah, j'ai des larmes qui montent. La dernière phrase des gens pour cet animal, c'est tu vas aller rejoindre ta petite sœur. Et c'est des moments, c'est waouh, c'est voilà, c'est trop, c'est dur. Et c'est là, je me suis arrêté de bosser derrière. J'ai appelé mes collègues, j'ai dit écoutez, je peux pas continuer, c'est trop dur. Et j'en ai une autre comme ça où c'est un monsieur qui avait tout fait, qui devait partir aux États-Unis pour le décès de sa mère qui était en train de mourir. C'est quelqu'un qui habitait aux États-Unis à la base. Il avait un petit chien diabétique aveugle qu'il essayait de placer chez quelqu'un depuis 2 semaines pour pouvoir partir avec sa mère. Et en fait, le chien n'était pas vacciné contre la rage. Donc, il faut savoir que quand on veut voyager à l'étranger, il faut que son chien soit vacciné contre la rage. Sinon, il ne pourra pas voyager. Donc, ce chien, il était en fin de vie. Mais c'était pas encore le moment. Il allait, voilà, dans les semaines à venir, on savait que ça allait se dégrader. Il sortait d'hospitalisation et tout ça, mais le jour où je suis intervenu, j'ai dit non, monsieur, j'ai dit je peux pas, je comprends votre truc, c'est trop dur. J'avais perdu ma mère en plus moi quelques mois avant, et je savais ce qu'il traversait, et je voulais aider ce monsieur. Et j'ai dit écoutez, non, là votre chien il est en pleine forme, je peux pas. Et son vétérinaire justement, je n'avais pas le dossier médical. Son vétérinaire n'était pas joignable. J'ai essayé de l'appeler, j'avais son numéro de portable et tout, il m'a pas répondu ce soir-là. Je comprends qu'il me réponde pas, il n'a pas besoin de dispo H24. Hein. Mais le monsieur me disait, le chien sortait d'hospitalisation et tout ça, mais moi j'avais un chien qui était en pleine forme en face de moi, donc j'ai pas pu la faire. Je voulais aider ce monsieur. Je lui ai dit, écoutez, on était vendredi soir à ce moment-là, le chien venait de sortir d'hospitalisation, il allait mal à la base, mais ce soir-là il allait bien, donc moi je pouvais pas prendre la décision de le faire comme ça. Et finalement, j'ai eu le veto le lendemain matin qui m'a dit voilà, lui, c'est compréhensible qu'il veuille mettre, qu'il veuille l'endormir au final, parce que le chien était vraiment malade, mais comme moi j'interviens et que j'ai un animal en forme, c'est très dur de le faire sans avoir Ouais. l'historique et tout ça. Et donc je suis retourné chez ce monsieur 2 jours après, sachant qu'on allait euthanasier son chien, que lui allait partir aux États-Unis pour assister à la fin de vie de sa mère,
passé 3 heures à pleurer avec lui. C'était Ah bah terrible, oui. j'ai pas travaillé pendant 3 jours derrière. Ouais, y en a comme ça qui nous marquent, hein. Ah, voilà, on a des fins de vie qui nous plombent un peu le moral, mais au final, on a été là pour les gens, pour leur animaux. Et ça, c'est hyper puissant. On Mm. propose à tous les propriétaires de nous noter après nos interventions. Ils peuvent nous mettre une note de 0 à 20. Ok. Alors, on a de la chance. On a 18 de moyenne, c'est qu'on n'est pas trop mauvais. Je sais pas si c'est de la chance ou si c'est qu'on est bon, mais voilà, le service, en tout cas, est apprécié par les gens. Et on est noté on va dire, il y a 80% des euthanasies qui nous notent. Et Ok. au niveau des fins de vie, on est à 19,5, je crois. Parce que les gens, c'est dur de dire qu'ils aiment que ça se passe comme ça, mais apprécient que ça se passe à la maison tranquillement, dans le calme, avec leur animal. Donc ouais, c'est toujours des moments terribles. Il y en a qui nous marquent énormément. Euh, mais à partir du moment où on sait qu'on est là pour eux, on le fait. Waouh. Ça me fait penser aussi à Yesenia. On en avait parlé ensemble, Exactement, que je connais Yesenia bien. Ouais. qui est venue sur le podcast et qui justement, elle est spécialisée dans l'accompagnement de la fin de vie des animaux. On en a fait un podcast enfin un épisode de podcast sur Allopet. Et elle expliquait aussi tout ça, tout le processus, le fait qu'on n'est pas préparé à ça. Des fois, on attend un petit peu l'urgence, c'est souvent trop tard et l'affect joue Bien vachement sûr, sur la décision. Donc, tout il à faut fait. savoir aussi qu'il y a des vétérinaires qui sont spécialisés dans l'accompagnement de la fin de vie. Il y en a peu, mais il y en a de plus en plus. Et c'est important de se faire accompagner, parce que même quand tout va bien, Alors faut le nous, faire quand tout va bien. voilà, on n'est pas aussi spécialisé qu'Yesenia là-dedans, parce qu'on fait les urgences aussi, on va dire. Mais c'est un des critères de sélection des vétos chez nous. C'est que si jamais j'ai un veto, je sais qu'une euthanasie, une fin de vie se passe mal, le lendemain, il travaille plus chez nous. Voilà, Ouais. c'est trop important pour les gens, c'est trop important de savoir les accompagner là-dedans. On fait des formations dessus aussi, Ah parce que ouais? c'est pas OK. quand on est jeune veto, bah on sait pas au début, tu vois, c'est Oui. compliqué de Mmh. savoir faire, de savoir comment accompagner les gens là-dedans. Mmh. Et ça fait partie de notre métier de veto, d'urgentiste, parce qu'on est souvent confronté à ça au final. Il faut que faut aider les gens dans leurs décisions. Euh, Mmh. Parce que personne ne sait, tout le monde a toujours peur de est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est pas le bon moment, est-ce que je peux attendre, est-ce que je peux pas attendre. Et il faut juste leur donner les armes pour se décider. Ouais. Il y a pas de, leur dire ce qui peut se passer s'ils attendent aussi, parce que le risque c'est toujours de vouloir attendre, mais de s'exposer à pire. Ce que je dis souvent, c'est que attendre que l'animal soit en galère, en convulsion, en détresse respiratoire, c'est pas le bon moment. Alors, je Mmh. juge pas du tout les gens qui attendent ce moment-là, Mmh. hein. Parce que parfois on veut aller l'accompagner jusqu'au bout et attendre le dernier moment. Mais il faut avoir les armes pour gérer la douleur, pour le faire prendre en charge rapidement à ce moment-là. Donc là, il faut vraiment ne plus attendre à ce moment-là et même éventuellement le prévoir avec son vétérinaire, de savoir que voilà, si ça arrive, que j'ai déjà un petit traitement pour le soulager, parce que ça peut arriver. Et de prendre la décision en amont quand l'animal va encore bien, qu'il est encore en train qu'il mange peut-être encore ou pas, qu'il vient juste d'arrêter de manger, mais qu'il est encore là et qu'on va prendre la décision euh, de le faire juste un peu avant d'attendre que les symptômes se dégradent, parce qu'on a le diagnostic, qu'on sait qu'il est, voilà, on a un diagnostic de cancer, on a quelque chose comme ça, on sait qu'il est condamné. Réussir à faire prendre la décision à ces gens-là, c'est beaucoup plus dur parce que ça demande beaucoup plus de courage aux gens de prendre la décision à ce moment-là. Mais au moins, on va s'approcher dans ça souvent des fins de vie qui sont, on n'est pas, on est en France, mais à l'étranger, il y a des fins de vie qui sont prises dans ce cadre-là où les gens ont leur diagnostic, ils sont pas encore au bout du bout, mais ils prennent la décision en amont pour éviter la souffrance. Donc Ouais. voilà, on peut aussi prendre la décision à ce moment-là. Ça demande un courage incroyable, je trouve. Mmh. Euh, mais parfois on le fait et on intervient comme ça et bon, là il nous faut un dossier médical, hein. On ne base pas juste sur parce que c'est de l'euthanasie, la fin de vie qui est prévue. Voilà, on a besoin d'avoir tous les papiers et tout ça pour être sûr, mais on le fait aussi. Et c'est une option qui est possible aujourd'hui, donc ça peut se faire. Mais c'est beaucoup de discussions, beaucoup d'accompagnement. Effectivement, c'est des, ouais, c'est des explications qui durent des heures parfois. Mais Ouais. voilà. Et après, c'est un dialogue aussi entre les animaux et les gens, entre nous les animaux, les animaux et leurs propriétaires, entre nous et l'animal. Voilà, c'est un dialogue à trois qui se met en place. Et pour essayer de déceler le moment où on est, en fait.
Est-ce que vous pouvez intervenir en pleine journée sur, de l'euthanasie? Bien sûr. Ouais, Bien sûr, on le OK. fait. Parce qu'il y a, on en prévoit certaines parfois des euthanasies, c'est-à-dire qu'on a OK. l'urgence, mais on a aussi de la fin de vie qui peut être prévue, où on a un peu la même casquette que Yesenia dans ce cas-là, parce qu'on est peut-être déjà intervenu chez les gens, qui veulent que ça soit le même vétérinaire, qui veulent attendre un petit peu, qui veulent qu'il y ait un membre de la famille qui arrive aussi parfois, parce que parfois on repousse d'un jour ou deux pour dire bah écoutez, j'ai ma fille qui va rentrer pour être là. Alors on attend si on peut attendre, parce que si on sent qu'on peut pas attendre, on va pas faire attendre l'animal. Mais ça nous arrive de repousser de quelques jours dans ces cas-là et on intervient aussi en journée pour ça. On a un service 24/24 vraiment Oui. parce que la journée, en fait, c'est compliqué pour un vétérinaire qui est pas équipé de faire du domicile. Voilà, donc le vétérinaire lambda, souvent, certaines personnes ont cette demande pour eux de dire, bah, écoutez, est-ce que vous pouvez pas venir à la maison parce qu'il est malade et tout ça. Quand on n'est pas Mmh. équipé, qu'on n'a pas les analyseurs, qu'on n'a pas tout ça comme nous, euh, c'est un peu le bagne pour un vétérinaire de sortir de son confort, de sa clinique et de venir chez les gens parce qu'il n'a pas le matériel pour le faire. Parce Bah, qu'il faut ouais. qu'il prévoie déjà tout à l'avance, qu'il retourne éventuellement faire des analyses à la clinique, puis qu'il revienne. Donc c'est vraiment très long et très chronophage pour eux. Donc je Ouais, les ouais. comprends hein, de ne pas le faire vraiment. Euh, mais pour les personnes qui peuvent pas se déplacer, justement parce qu'il y a des personnes âgées, il y a des personnes handicapées, parfois il y a des personnes qui télétravaillent tout simplement, qui Et ouais. sont bloquées au boulot la journée, qui peuvent pas. Mmh. Donc on est là pour eux aussi. Il y a des personnes qui ont des enfants. C'est pas facile parfois quand on a 3 enfants de se déplacer à la clinique veto. J'ai une petite fille de 8 mois, je sais ce que c'est. Donc ouais, donc on a ce service de jour qui est là aussi. C'est essentiellement, voilà, on n'a pas du tout envie de se suppléer au vétérinaire habituel parce que voilà, on n'est pas, c'est pas notre créneau. Et c'est pour ça que pour les vaccins, on dit toujours, ça peut se prévoir. Vous avez le temps de prévoir en général de trouver quelqu'un qui est pour le faire. Voilà, vous avez un an pour prévoir la prochaine fois. Donc c'est jamais urgent. Mais pour tout ce qui est maladie, tout ça, on se déplace la journée aussi. À titre d'exemple, la journée en Île-de-France, on est 4 vétos à tourner sur la région. Le soir, OK. on est 13. Donc Ah ouais! voilà, c'est pas OK. du tout la même truc. Et les week-ends, on peut monter à 16, 17, 18, 20 parfois en même temps pour couvrir la région quoi. Les gros week-ends de D'accord. pont, on est souvent beaucoup sur la route en même temps. Combien ça coûte, une intervention, à domicile, en urgence? Est-ce que les frais, ils peuvent être, pris en charge par, une assurance ou pas du tout? C'est quoi la différence entre les enfin, le prix? Il n'y a pas de différence par rapport à la prise en charge par les assurances. Donc un OK. petit détail, assurez vos animaux. Ouais. On est très en retard en France sur cette question-là, hein. C'est-à-dire que quand on compare à l'étranger où les soins vétérinaires sont plus chers encore qu'en France, il y a beaucoup plus d'animaux, il y a 30%, 40% d'animaux assurés en plus à l'étranger par rapport à la France. Alors ça augmente en France, les gens commencent à être Ouais. sensibilisés. Mais une assurance, ouais, si vous assurez votre animal jeune, ça va commencer à 15 € par mois. Une consultation d'urgence, justement, c'est à minima 120 €. Donc déplacement consultation, on est à 120 €. Et après, ça bouge un peu en fonction de la distance qu'on va parcourir. On a un tarif moyen de consultation autour de 300 € à peu près. Ce qui est des tarifs classiques en urgence en fait. Dans Ouais. tous les services d'urgence, vous allez retrouver ces tarifs-là et c'est pris en charge sur le même forfait que n'importe quelle consultation vétérinaire à partir du moment où D'accord. normalement toutes les assurances couvrent les urgences justement parce que c'est le forfait de base, c'est les urgences. Donc c'est pris en charge sur le même forfait habituel que les autres consultations. Donc le déplacement aussi est pris en charge. À titre d'exemple, une consultation en clinique la nuit, en fonction des régions de France, on va parler, on est entre 90 et certaines régions sont juste pour la consultation à 250 € à certaines heures. Ouais, la consultation à domicile, on va être entre 120 et 160 en fonction de la distance qu'on va faire et éventuellement de l'heure, mais ça reste des tarifs cohérents en urgence. Donc vous avez le Ouais. déplacement qui est inclus dans la prestation globale, quoi. Et vous n'allez pas payer plus cher qu'en clinique. Et les personnes, elles règlent directement, sur place quand tu es, à Ouais. domicile? OK. Ouais, en général. Alors, on a des systèmes de paiement en plusieurs fois. Donc, on a la possibilité de régler en CB. Et là, on est même en train Mmh. de mettre en place du paiement en 10 fois pour OK. étalonner. Ça va sortir, je l'espère, la semaine prochaine. On est en train de le mettre en place avec une assurance, justement, qui offre cette possibilité, même pour des non-assurés, de mettre en place du paiement en 10 fois.
Donc on est en train de travailler dessus, justement, parce qu'on sait que c'est des imprévus et tout ça. C'est pour ça. Assurez vos animaux, je le redis encore une fois, parce qu'il y a même du tiers payant qui existe, qui peuvent avancer les frais aujourd'hui. Mais voilà, ça évitera les imprévus, parce qu'on sait que c'est pas donné. Nous, on a beaucoup de ressources derrière tout ça. C'est pour ça que les tarifs sont ce qu'ils sont. Hein. C'est du travail de nuit avec beaucoup de ressources derrière. Donc on sait que c'est pas, ça peut paraître cher. Je fais toujours une comparaison bête. Un plombier la nuit, ça coûte beaucoup plus cher. Un serrurier la nuit, ça coûte beaucoup Ouais. plus cher en comparaison. Ouais. Voilà. Non, mais oui, c'est bien de le Euh, rappeler, hein. non, mais c'est voilà, c'est la vérité. Donc à niveau Mmh. d'études équivalent, on n'a pas les mêmes tarifs. Hein. Enfin, au niveau d'études pas équivalent, justement, on n'a pas les mêmes tarifs. On essaye de pas abuser. Voilà, on essaye d'être dans ce qu'on est, mais on a les frais qu'on a, on a nos assistantes qui répondent au téléphone et tout ça. Donc on est c'est les tarifs qui sont là, qui sont moins chers pour des soins équivalents que l'humaine, qui sont, on paye la TVA dessus aussi, il faut le savoir. Les médecins ne payent pas de TVA. Donc, c'est pour ça qu'en comparaison, on n'a pas trop, à cause de la sécu, on n'a pas trop ce comparatif, mais on est largement Ouais. moins cher qu'en humaine, Mmh. pour des niveaux de soins qui sont équivalents. Aujourd'hui, avec un matériel qui est équivalent, voire plus cher pour les animaux. Voilà pourquoi les soins vétérinaires, parce que c'est une question que beaucoup de gens peuvent se poser aussi, c'est pourquoi c'est tellement cher les soins vétérinaires, parce qu'il y a des soins d'urgence, mais les autres soins, même en clinique de jour, peuvent paraître chers. C'est que le matériel coûte très cher et qu'on a beaucoup d'infrastructures. Là où un médecin généraliste a un cabinet, une salle de consultation, où on a une assistante, voire deux assistantes par vétérinaire, avec des surfaces, avec des analyseurs, avec des appareils de radio, avec tout ça, là où après on va se déplacer sur un autre endroit en humaine et Ouais. qu'on est médecin généraliste, radiologue, imageur, dermato, ophtalmo, tout ça en même temps. Donc voilà, c'est aussi ça les tarifs et qu'il y a cette histoire de TVA et de tout ça qui font que les tarifs vétérinaires sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais c'est pour ça, l'assurance, c'est vraiment la meilleure solution. Ça vous évite les galères et les imprévus. Et ça permet de lisser ça sur la vie de votre animal. Et Ouais. qu'il ait la meilleure prise en charge possible, de surtout pas se poser la question de est-ce qu'on va faire des soins ou pas. Parce qu'on ne peut pas financièrement. Parce que faut savoir, à titre d'exemple, hein, on parle plus d'urgence là, mais on parle juste de frais vétérinaires. Une patte cassée à réparer sur un chat, aujourd'hui, certaines fractures, je parle d'opérations un peu spéciales, parce que on peut poser juste un plâtre, mais c'est pas vraiment l'idéal pour un animal de lui expliquer qu'il faut qu'il reste avec la patte comme ça, à pas bouger. Oui. Donc souvent on est amené à opérer sur des fractures. Une opération d'une fracture, on va vite être à 1500 € aujourd'hui, parfois 2000, 2005. Donc de se poser la question aujourd'hui de est-ce qu'on va peut-être euthanasier un animal à cause d'une patte cassée, c'est dur quand on a cette discussion avec les gens. Ça nous arrive Mmh. de les avoir. Moi jusqu'à présent on a toujours trouvé. Alors il y a des assos qui existent aussi pour aider les gens à prendre en charge. Hein. Il faut savoir, il y a des fondations qui existent dans toutes les régions. Il y a des dispensaires et tout ça, donc il faut savoir aussi. À Paris, vous en avez deux, des dispensaires. Vous avez la Fondation Assistance qui est là. Et dans toutes les régions, enfin, je connais pas toutes les régions de France, mais dans toutes les régions en général, vous avez un dispensaire qui peut vous aider dans ce cas-là à prendre en charge, parce que c'est vraiment un drame pour moi d'avoir à discuter de ça avec des propriétaires, de savoir est-ce qu'on va pouvoir faire des soins ou pas. Donc il faut vraiment penser à ça et prenez des assurances parce que ça vous évitera des moments de grande remise en question à ce moment-là. Ah, c'est bien de le rappeler. Tu fais bien. Mais ça vaut peut-être le coup un jour que tu invites de podcast quelqu'un d'une assurance. Ouais. Ça pourrait être sympa pour en discuter justement sur les prises en charge et tout ça, parce qu'en tant que vétérinaire, on connaît vite fait Ouais. les modalités, mais d'avoir quelqu'un, ça pourrait être intéressant. Je vais pas citer de nom, mais en tout cas, là, pour le lancement d'Animéo, on a une super assurance, qui fait, chien et chat et tout âge. Donc, tu vois, il y a aussi, de plus en plus d'assurances qui émergent. Faut bien regarder les petites lignes aussi parce que parfois, ben, on se dit: «Ah mince, je pensais que» et en fait non. Mais il y en a beaucoup et c'est vrai que c'est très, très important. Il y a plein de personnes d'ailleurs qui me demandent: «Oui, mais tu penses, Romane, qu'il faut que je prenne une assurance? Moi, mon chat, il est en appartement, il va rien se passer, donc bon, payer, C'est 10-15 € plein de par mois». choses en appartement. Eh oui, Il se passe plein de choses et eh oui. on n'imagine pas justement. J'étais en train d'écrire un article dessus sur les accidents domestiques à la maison. Les chats sautent sur des plaques de cuisson. C'est hyper fréquent. C'est la brûlure la plus fréquente qu'on a. Les chats, même si pendant 10 ans il était sur le rebord de la fenêtre et qu'il est jamais tombé, mais il peut tomber au bout de 10 ans. Enfin, voilà, ça peut arriver. Les maladies, c'est pas que des maladies qu'on attrape à l'extérieur. Il y a des maladies qui se déclenchent simplement. Voilà, un diabète, une insuffisance rénale chez un chat.
Donc oui, et on peut ramener des choses sous ses godasses quand on rentre à la maison. Donc il y a des virus ou sur les vêtements même, hein, donc ça peut arriver. Certes, le risque est moindre et la durée de vie des chats en appartement est souvent un peu allongée parce qu'ils sont moins exposés aux accidents de la route, parce qu'ils sont moins exposés aux bagarres, aux maladies comme le FIV, tout ça qui quand même sont peuvent être vraiment méchantes, enfin même mortelles pour des chats qui sortent. On a cette chance-là qu'ils peuvent vivre parfois, ils sont pas exposés à tous ces risques-là, mais ça veut pas dire qu'il y a zéro. Je travaille à Paris, il y a des urgences tout le temps. Voilà, ils sont en Mmh. appartement. Ouais, Certes, il y en a qui sortent mais oui. en banlieue, mais à Paris, on a des urgences tous les jours sur des chats. Il y a aussi des Mmh. problèmes en appartement. Et par exemple, une des maladies du chat d'appartement, c'est le syndrome obstructif. Ça veut dire que c'est des calculs qui vont boucher le pénis du chat. OK. Et en fait, souvent, c'est d'origine alimentaire. Le chat peut faire des calculs et il va plus réussir à uriner. Alors, ça m'est arrivé personnellement, ce problème-là. Ceux qui ont eu des calculs urinaires et qui nous écoutent sauraient la douleur que c'est. Ouais, c'est une vraie urgence et ça arrive à la maison. Ouais. Et un sondage de chat, c'est 600 €. Faut le savoir. Voilà, parce qu'il faut endormir l'animal, il faut passer la sonde, il faut faire des analyses. Il y a une prise en charge qui est lourde autour de tout ça. Il y a un risque vital qui est vraiment là, hein, et c'est une douleur atroce. Donc ouais, il faut savoir que les problèmes, ça arrive même à la maison, à l'intérieur, quoi. Faut vérifier la litière, du coup pour ça? Parce que Ils font des allers-retours en général. Le premier symptôme, c'est votre OK, chat fait des allers-retours à la litière. C'est le symptôme de cystite, en fait, d'infection urinaire. OK, Il fait des allers-retours à la litière, il se met en position, mais il n'y a rien qui sort. Ça fait OK. partie des urgences vitales qui doivent être prises en charge dans les 3 heures qui suivent, si possible, quoi. C'est parce que une fois qu'ils sont bouchés, ça peut aller qu'en s'aggravant. Et ça va être le temps de descendre. Alors, il va pas décéder dans les 3 heures, hein, mais plus on attend, plus tout ce qui va se passer derrière va être à risque. Le risque anesthésique, le risque de problèmes rénaux qui s'installent derrière. Vraiment, c'est l'urgence où il faut pas attendre. C'est quoi les plus grosses erreurs qu'on fait, et qu'il faut absolument éviter? Les choses que tu vois le plus souvent, chez tout le monde et tu te dis: «Non mais c'est pas possible, faut vraiment qu'on arrête de faire ça parce que c'est trop grave». Partir en week-end pendant 3 jours en laissant son chat seul. Mmh. Parce que justement, ce dont on vient de parler par rapport aux problèmes urinaires se déclenche souvent avec le stress. OK. Et que quand on n'est pas là, on peut penser que son animal, son chat, notamment, bon, s'en fout de notre gueule au final, et que on est un peu son larbin qui est là juste pour lui mettre des croquettes. Non, votre chat vous aime, je tiens à vous Mmh. le dire, et il vous aime comme un parent, voilà, il y a des signes d'affection ont été prouvés. Et moi, je l'ai traversé avec ma chatte, qui, quand je la laisse plus de 24 heures toute seule, me laisse pas dormir pendant 5 jours derrière. Ouais, notamment sur un animal qui est un peu âgé ou qui a déjà eu des antécédents médicaux, partir 2, 3 jours sans surveillance, c'est, Mmh. on peut vraiment avoir des gros problèmes derrière, parce que on peut retrouver un animal décédé, parce que j'ai vu des chats juste être enfermés dans une pièce pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, et presque mourir de soif. Et c'est vraiment l'urgence qu'on se dit, merde, ça aurait Ouais. pu être évité. Ou bien quand j'interviens et que le chat a fait une cystite de stress et a terminé en obstruction et limite mort quand j'arrive. Alors on arrive à les sauver, heureusement, presque toujours, mais avec des séquelles de problèmes rénaux parce qu'il n'a pas fait pipi pendant 3 jours et qu'il n'y a personne qui a contrôlé ça, bah ça c'est dommage. L'autre erreur que je vois, c'est celle d'avoir peur de déranger quand on appelle. Appelez le OK. 3115. Voilà, on est là pour ça, on est réveillé, vous ne nous dérangez pas. Si vous avez un doute sur une urgence, posez une question. Voilà. J'ai pas envie de dire regardez pas sur Internet parce que sur Internet vous allez voir que votre animal va mourir en fonction de tous les symptômes qu'il présente. Donc vous allez appeler derrière. Parce que vraiment sur Internet vous mettez un symptôme, il va mourir dans tous les cas. Mais non, voilà, ne pensez pas que vous nous dérangez. En tout cas, nous on est spécialisés là-dedans. On est frais la nuit, on est là, on est réveillé pour vous répondre. Donc ça sera toujours un plaisir de vous répondre. Et l'autre bêtise que je vois de fait, on va parler de chiens, euh, c'est des gens qui promènent leurs animaux sans laisse en ville. Voilà, OK. c'est un chien qui se prend une voiture, qui se bat avec un autre parce que c'était pas maîtrisé ou qu'il y a des problèmes comme ça. Ouais, en ville, quand on sait on va croiser d'autres chiens ou ce genre de choses ou d'autres trucs, c'est bien de tenir le chien en laisse quand même. Et
quand on le lâche, on essaie de maîtriser son environnement, quoi, pour pas qu'il y ait de problème comme ça, parce que je vois des chiens se faire frapper, taper par les voitures tous les jours. Ah ouais. Et ouais, on en voit vraiment fréquemment, quoi. Donc c'est dommage, c'est dommage quand ça arrive. Mm. Et pareil pour les fenêtres, pour les chats. La fenêtre ouverte pendant 10 ans, le chat était sur le rebord, il est tombé au bout de 10 ans. Protégez vos fenêtres. Ça, c'est vraiment les accidents bêtes qui Ouais. peuvent être évités. Alors je sais que c'est pas beau d'avoir un filet sur sa fenêtre, c'est pas beau du tout. Mais c'est pas beau d'avoir un chat avec 3 pattes cassées non plus. Mm. Vraiment, c'est même encore moins beau. Donc je sais que c'est parfois on veut privilégier la beauté de l'appartement et tout ça, mais voilà, ouais, protéger vos fenêtres, c'est trop. Et même si vous êtes au deuxième, quoi, parce que même du deuxième, il se casse des pattes. Donc voilà, il sera pas mort s'il tombe du deuxième, mais il peut se casser une patte du deuxième. Donc voilà, il faut vraiment maîtriser ça. Et qu'est-ce qu'on doit faire avant ton arrivée quand tu vas venir à domicile? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? M'attendre avec son plus beau sourire. Ok. Non, alors la première chose, c'est on va vous donner des conseils au téléphone. Suivre ces conseils. Juste, voilà, si votre animal vient de convulser, tout ça, on vous dira, mettez-vous dans une ambiance tamisée, tout ça. Avant mon arrivée, bah, c'est bien juste qu'on ait tout ce qu'il faut pour pouvoir rentrer chez vous. Les codes d'accès, tout ça, nous avoir bien fourni tout ça au téléphone, nous avoir bien indiqué comment on accède chez vous. Si vous avez une place de parking à nous laisser, c'est l'idéal, qu'on n'ait pas de Ah difficulté oui, à se c'est garer vrai. et qu'on se gare Mm. pas trop loin. C'est parce que c'est pas toujours facile, notamment dans le centre de Paris. Je remercie ma maire de Paris tous les jours, de rendre la circulation impossible, et le garage des voitures impossible parce qu'on n'a pas de gyrophare, on va faire passer des pétitions, hein. Donc signalez si jamais on les fait passer. On n'a pas de gyro, on n'a pas le parking gratuit, donc on se retrouve à se prendre des prunes tout le temps, à se faire enlever les bagnoles parfois. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé une seule fois, la voiture enlevée, mais la journée, on prend des prunes. Donc, on paye notre stationnement, mais c'est un peu compliqué parfois de se garer. Euh, donc, si vous avez une place de parking à nous libérer, c'est avec grand plaisir. Et après, non, c'est juste de préparer l'animal et un endroit pour la consultation, globalement. C'est-à-dire que pour consulter un peu partout, sur une table, sur un canapé, il nous faut une serviette, juste pour bien installer l'animal. Un endroit pour se laver les mains, parce que c'est comme sympa de pouvoir se laver les mains. Et on ferme les pièces où le chat peut aller se cacher sous le lit ou sous la baignoire. Très important. Parce qu'un chat sous Ok. une baignoire, parfois je peux pas le consulter. On peut pas aller péter la baignoire pour rattraper le chat. Euh, et sous le lit, c'est toujours très compliqué d'aller les chercher parce que et surtout que sous les lits des gens, sous mon lit non plus, c'est pas très propre en général. Donc j'ai pas envie d'aller ramper sous le lit des gens. Et j'aurais pas envie que quelqu'un vienne ramper sous mon lit parce que je fais pas souvent le ménage en dessous. Non, mais c'est tout bête. Le Ouais, chat qui va se mettre mais sous le oui. lit, Mm. c'est genre juste, voilà, faut aller le chercher en dessous. Donc, surtout qu'on est chez une personne âgée qui va pas forcément pouvoir nous aider. Encore quand c'est des jeunes, je leur demande de m'aider. Mais si c'est quelqu'un de l'âge de mes grands-parents qui est arthrosique de partout, je vais pas lui demander d'attraper son chat sous son lit, quoi. Donc, Ah si ouais. elle peut fermer la Mm. porte de la chambre avant, c'est vraiment un gros plus. Voilà, donc non, c'est vraiment ça. Préparer les lieux, nous avertir aussi du caractère des animaux, très important. Ah ouais. Mm. Parce que j'ai eu peur vraiment une fois en consultation, je me suis fait mordre par quelqu'un qui ne maîtrisait pas du tout son chien et qui ne m'a pas averti du tout. Le chien s'est jeté sur mon genou. Je suis reparti en caleçon de chez les gens. J'avais plus de pantalon et un trou de croc dans le genou parce que le maître m'avait pas prévenu et que j'ai pas eu le temps de prendre les précautions. J'allais le museler et en fait il s'est jeté sur moi. Et donc ouais, prévenez-nous du caractère des animaux. On ne dira jamais non à une consultation parce qu'un animal n'est pas est agressif. On le sait, hein, ça arrive, ça fait partie du métier. Mais avertissez-nous un peu du caractère des animaux. Et pas juste en disant ah ouais, il aime pas trop. Ouais, non, il a déjà Mm. mordu, il a déjà griffé, il a déjà voilà. Parce que on termine tous à SOS main une fois tous les vétos terminent à SOS main une fois dans leur vie, parce qu'on s'est fait mordre par un chat, mordre par un chien, et ça pourrait être évité. Donc si on connaît le caractère, oui, on muselle les chiens, on met des muselières aux chats aussi. C'est pour notre sécurité, c'est pour votre sécurité aussi. Euh, Votre chien n'aura pas mal. Voilà, on ne le fait que si c'est nécessaire. Mais si on peut plus consulter, ben, parce qu'on s'est fait mordre, ben, votre animal aura pas de soins globalement. Donc Ah ouais. voilà, c'est pas contre l'animal, c'est vraiment pour qu'on puisse continuer à faire notre métier et exercer. Parce qu'une morsure de chien, même une morsure de chat, j'ai vu des gens quasiment perdre un bras à cause d'une morsure de chat. Donc
ça s'infecte et ça peut être terrible. Donc vraiment le caractère des animaux, dites-le nous, c'est pas un problème. On les sédate, on les shoot un petit peu, ça sera plus agréable pour nous Mm, aussi. mm. Parce qu'il y aura beaucoup moins de stress pour eux. Parce que terminer à se battre avec un chat et attendre qu'il y ait une explosion d'agressivité qui se passe, parce que le chat, il va monter en pression en général, donc il va pas le montrer au début, ça va monter, et puis d'un seul coup, ça va être Ouais. ingérable. Et si on attend ce moment-là, Ouais. autant le faire en amont. Voilà, on le sédate un peu Mm, mm. avant. Voilà, ça va être une sédation légère, il va pas être en anesthésie générale, il va y avoir aucun risque sur la sédation. Lui, il va être stone, il va être bien. Nous, on pourra le manipuler tranquille, on se posera plus de questions et ça sera beaucoup plus facile pour tout le monde. Est-ce que tu aurais des conseils pour éviter les urgences courantes? Donc, tu parlais déjà de la sécurité plutôt du lieu. Je pense notamment à la nourriture. Est-ce que tu as beaucoup d'urgences, tu vois, par Ah, rapport à ça? je sais pas quand ton podcast va sortir, mais c'est bientôt Pâques. On a fait les stats l'autre jour. À Pâques, il y a 4 fois plus d'intox au chocolat. Donc la nourriture, renseignez-vous. Je peux Mmh. vous les lister rapidement. Le chocolat, les raisins, l'avocat, l'ail, les oignons. Alors, pour tous ces trucs-là, il faut savoir qu'il y a des doses. Hein. Voilà, donc c'est pas parce que votre chien va manger une gousse d'ail qu'il va mourir, mais c'est sur les quantités. Donc quand vous avez un doute, passez un coup de fil. Les chewing-gums, Mmh. ouais, les chewing-gums, il y a certains chewing-gums qui sont très toxiques. Si vous avez déjà ceux-là en tête, vous allez éviter beaucoup de problèmes. Les raisins secs dans un gâteau ou bien dans un petit paquet de raisins secs un peu sucrés, c'est vachement concentré en toxines, donc ça peut être problématique. Alors, sur tous ces trucs-là, c'est en général des chiens qui ont ces problèmes-là, parce que les chats sont moins gourmands quand même. Tout ça, il faut se renseigner. Vous trouvez des listes sur Internet très facilement, tout ce qui est toxique, mais je vous les ai donné les majoritaires. Là. Le chocolat, c'est 90% des intox. Hein. Mais tout ce qui est gras aussi, par exemple, là, la friteuse, il faut penser à pas la laisser à dispo, parce qu'il y a des chiens qui boivent du lait de friture. Hein. Ça arrive. La plaquette de beurre, en soi, c'est pas toxique, parce que le beurre, c'est du gras, mais en trop grosse quantité, ça peut déclencher des problèmes de pancréas. Il y a une pancréatite, une inflammation du pancréas, ça peut être mortel. Mmh. Donc, il n'y a pas vraiment de dose connue sur ça, mais voilà, c'est sécuriser la bouffe et n'habituez pas vos animaux à avoir des restes de table. Et ouais. Pas Et facile, hein. Pas tu facile, pas parlais des facile. plats en sauce aussi. Les plats en sauce, oui, C ben les oignons Mmh. notamment, parce que c'est un problème récurrent, c'est les plats en sauce à Noël. Ouais. Le chien qui va bouffer tous les oignons dans le plat du bourguignon, bah c'est toxique. Et on a des intoxications tous les ans sur ça. Et on n'y pense pas du tout hein, Mmh. à ce moment-là. Et je comprends qu'on n'y pense pas. Mais voilà, c'est pour ça, juste se renseigner dessus, c'est déjà une bonne chose. Et dans les intox, vu qu'on a le sujet ouvert, jamais de paracétamol à vos animaux. On l'utilise chez le chien sous certaines conditions à des dosages très inférieurs à l'homme. Chez le chat, la moindre injection de Doliprane ou de paracétamol, c'est mortel. Donc, ne médicalisez pas tout seul. Il y a des médicaments qu'on peut donner. Voilà, le Smecta pour la diarrhée, on peut le donner. Le Gaviscon pour les problèmes digestifs, on peut le donner. Passez un coup de fil, on vous donnera la dose. Mais ne médicalisez pas vous-même dans ce cas-là parce que vous risquez des bêtises. Et tu vois, dans les bêtises qui peuvent être, dont on parlait, la personne qui donne du Doliprane à son chat, waouh, elle le condamne quasiment. Hein. Donc Et ouais. voilà, alors que ça aurait vraiment pu être évité pour le coup. Et c'est pour ça, petit parallèle sur les intox, toujours tout ce qui est médoc, c'est comme pour les, en fait, faut les traiter comme des enfants. Voilà, c'est pour les enfants, on retire les produits toxiques, on retire parce que les chats, ça adore la javel, ça boit de la javel tout le temps, parce qu'ils sont attirés par l'odeur. Les chiens, ça joue avec les bouteilles en plastique, les flacons d'huiles essentielles. Les médicaments, c'est pareil. J'ai encore eu la chienne de mon voisin qui a bouffé une plaquette d'antidépresseurs le soir. Alors heureusement, il supporte beaucoup mieux les antidépresseurs que nous. Ça arrive tous les jours, on en a. Ouais. Donc ça, faut juste y penser. Alors c'est des accidents domestiques, ça arrive. Mais si on peut essayer d'éviter en amont, c'est vraiment voilà. Moi, c'est mon métier. On arrivera à gérer dans la majeure partie des cas, mais c'est dommage d'être confronté à ça. Mais voilà, c'est des accidents. Après, des accidents, ça arrive toujours. Mais c'est bien d'avoir en tête déjà, tout ça. Ouais, Et voilà, donc puis, ça fait déjà pas mal de choses à retenir. Non, non, mais c'est pour ça que je fais de la radio aujourd'hui, parce que j'essaie de oui. sensibiliser Mmh. les gens à tout ça. Donc on essaie de répéter ces messages en permanence parce que c'est des choses qui peuvent être évitées. Et en fait, parfois, c'est genre juste les gens ils disent, bah, je vais donner du Doliprane parce que mon veto est pas disponible, ça va soulager un peu mon chat qui est pas bien. Passez un coup de fil, passez un coup de fil, voilà, appelez, voilà, pour poser une question. Alors, si votre veto est en train de dormir, oui, il va me maudire quand je dirai ça.
Mais nous, on est réveillés. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se faire réveiller à 3 heures du matin. Ah, mon chat est pas bien, j'ai envie de lui donner un Doliprane. Non, vous pouvez pas. Ok, bah, j'ai pas envie d'une consultation non plus. Ah, ok, bah, je me rendors. Vous avez pourri ma nuit. Parce que on n'est pas tous organisés comme nous, on est dans les urgences et qu'il y a une partie de la profession, bah, qui fait encore ses gardes, qui va travailler le lendemain matin. Donc, c'est très dur pour eux de faire les gardes. On essaye de solutionner ces problèmes en ouvrant des cliniques spécialisées dans les urgences, mais c'est très dur et parfois on peut avoir un accueil téléphonique qui est un peu moins sympa quand il y a une broutier la nuit. Mais on va dire, nous, on est dispo. Et puis ils auront écouté l'épisode, donc potentiellement, ils le sauront déjà. Exactement. Bon, alors, tu nous en as déjà donné 2, même 3, mais des anecdotes marquantes de ton parcours, parce que tu as mais beaucoup d'histoires à nous raconter, d'où le livre d'ailleurs. Donc est-ce qu'il y a d'autres, histoires comme ça que tu aimerais nous partager? Bah, tu vois, alors, les plus marquantes, c'est les fins de vie. On en a déjà parlé des deux qui m'ont un peu plombé. Celle-là, on se souvient toujours. Celle qui marque le plus après ça, c'est les gros sauvetages. J'ai un jour, je suis allé désempaler un chat sur une grille et en fait, le chat était tombé du troisième étage, je crois. Et en fait, il s'était empalé, il s'était planté, il est resté accroché une pique de portail. Et j'étais pas loin, heureusement. Et en fait, je suis arrivé, et en 20 minutes, j'étais chez les gens. Donc c'est très rapide. Et j'ai vu cette pauvre dame qui tenait son chat qui hurlait à bout de bras. Elle Ah avait les ouais. bras, Oh là le là. chat lui avait lacéré les bras et saignait sur elle, donc ça saignait. Elle était comme ça en train de le tenir à bout de bras pour le soulager. Et on a fait une opération dans des conditions. Je l'ai endormi sur la grille, on a désempalé ce chat. J'ai dû réouvrir la plaie pour pouvoir le désincarcérer. Et, Waouh. euh, et quand ce chat s'en sort, finalement, je suis retourné le voir pendant la nuit et tout ça. On est retourné je suis retourné m'assurer qu'il est pas trop mal pendant la nuit pour lui faire des injections de morphine. Je Mmh. me souviens même, il y a tous les gens qui filmaient par la fenêtre avec leur portable à ce moment-là. C'est bizarre, c'est pas sorti sur les réseaux, j'aurais bien aimé. Il y a Qui personne qui a êtes-vous? filmé. Donnez-nous les vidéos, s'il vous Ouais, plaît. donnez-nous les vidéos, j'aurais bien aimé les récupérer. Ouais, c'est cette sensation après ça. C'est la sensation d'avoir, là on se sent un peu tout puissant quand on sauve cet animal. Donc c'est là que mon métier est beau, tu vois, et que je trouve un sens énorme dans ce que je fais quand j'aide les gens. Alors c'est clairement pas tous les jours aussi spectaculaire, quoi, mais c'est vraiment une sensation magnifique que j'ai quand tu as des beaux sauvetages comme ça, ou bien que tu arrives juste à sonder un chat, tu vois, parfois, que c'était dur, que tu as travaillé pendant 1 heure parce que c'était compliqué, que tu y arrives, et là tu te sens bien à la fin, et tu te sens hyper utile. Et non, et après, tu te sens utile, mais on a une chance en tant qu'urgentiste, c'est que les gens sont adorables. Tu vois, j'ai mangé chez des gens, j'ai été invité à manger. Bon, il y a une dame qui m'a invité juste à Noël. Son chat n'avait rien, clairement. Mais elle nous a appelé pour une consultation parce qu'elle était inquiète et elle m'avait préparé la bouffe, tu vois. Donc, c'est des moments comme ça, je me suis fait des vrais amis. En consultation, les gens sont incroyables. Je suis rentré en Uber de chez ma couple de retraités parce que j'étais trop bourré, parce qu'ils m'ont payé l'apéro à la fin de la consulte. Je me suis occupé pendant toute la consulte. Ils ont voulu me proposer à boire parce que leur chat avait un abcès des glandes anales. Bon, déjà ils m'ont ouvert, ils étaient en peignoir, nus sous les peignoirs, 75 ans nus sous un peignoir à 23 heures, complètement normal. Euh, Ils étaient en train de fumer une chicha. Je suis arrivé et pendant toute la consulte, à chaque étape de la consultation, c'est vous voulez pas un coup à boire, docteur? À la fin de la consultation, moi j'étais à la fin de mon créneau, j'ai dit, il me restait 1 heure à faire. J'ai dit, écoutez, j'appelle la centrale, j'ai bien vu que vous voulez boire un coup, j'appelle la centrale, je vois s'il y a encore des urgences, il n'y avait plus d'urgence. Donc j'ai dit, écoutez, je m'arrête 1 heure plus tôt. Et j'ai terminé la nuit à 6 heures du matin avec eux, à boire des... Je me souviens, quand je lui ai demandé ce qu'ils avaient à boire, j'aurais dit, bah, vous avez pas une bière? Ils me dit, non, on n'a pas de bière, on a de la DSP. Je leur ai dit, vous êtes pas un peu jeune, un peu vieux pour boire de la DSP? Ils ont dit, vous avez pas compris chez qui vous êtes. Et on a bu jusqu'à 6 heures du matin. C'était des souvenirs incroyables. Tu vois, donc j'ai Ah vraiment ouais. des rencontres magnifiques. J'ai consulté chez des stars. Et ça, c'est des anecdotes de dingue. J'ai une personne âgée qui s'est mise nue pendant la consultation une fois. Alors c'était en maison de retraite. C'était pas volontaire qu'elle s'est mise nue. C'était l'heure de sa douche. Et en fait, pendant OK. que je sculptais son chat, dame très rythmée pour sa vie de tous les jours, bah, c'était l'heure de sa douche. Elle est partie prendre sa douche, sauf que moi, j'avais besoin de lui parler pendant la consultation et qu'elle avait oublié ses vêtements.
Je l'avais pas vue, elle s'était mise nue derrière moi déjà pendant que je consultais l'animal, et puis elle est ressortie toute nue de la douche. Ok, Donc très sympa. J'ai fait vomir des boules de geisha un jour. Voilà, le ok. chien avait mangé des boules de geisha. Ouais, non, donc des anecdotes, j'en ai des centaines. Et c'est toujours des moments hyper enrichissants. Et ouais, et tous les vétos du service chez nous m'ont toujours dit, il faut écrire un livre. Donc, je dis, bah, moi, je vais Ouais. le faire. Et tu l'as Et fait. ouais, non, non, non. Et puis, alors, toutes les personnes peuvent se reconnaître dedans sur leur relation avec leur animal, sur les petits problèmes, les petits qu'ils ont déjà eu avec lui. Donc, tout le monde me dit que c'est se lit très facilement parce que c'est des anecdotes posées les unes après les autres. Il y a un petit fil conducteur, mais voilà, on peut en lire une de temps en temps. Même mon père, qui n'avait jamais lu de livre de sa vie, l'a terminé. Donc, il est arrivé. Enfin, c'est ce qu'il me dit. C'est peut-être parce que c'est mon père qui me dit ça. Mais non, mais pour que lui arrive à terminer un livre, il est vraiment allé jusqu'au bout. C'est que ça se lit facilement. Ces anecdotes sont hyper enrichissantes pour moi tous les jours. Donc, c'est vraiment des super moments que je passe. Certains sont durs, mais c'est toujours j'ai toujours une histoire à raconter. Et en découle, du coup, l'annonce que tu as un peu spoilée tout à l'heure, mais il y en a deux autres de livres qui vont Ouais. bientôt sortir. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, c'est pas du tout le même registre. C'est pas du tout des Ouais. anecdotes ou des choses comme ça. Il n'y a pas de croustillant dedans, désolé. Pas de dames qui se mettent toutes nues. Pas d'avance qu'on m'ait faite non plus à 3 heures du matin. Là, c'est vraiment des livres de conseils. Ça s'appelait SOS chien, SOS chat. Mon but, dans ce livre, c'est de faire comme certains pédiatres font en humaine, en fait. Quand on est avec les enfants, on ne sait pas s'il faut aller aux urgences ou pas. Et comme j'ai dit, il y a certaines personnes qui hésitent à appeler. Donc en fait, le but de ce livre, c'est de vous donner les gestes par symptôme en fait présentés par votre animal. Donc on a essayé, c'est pas très facile à faire, ça a été un vrai casse-tête à faire, mais par symptôme, par problème, par avec des index et tout ça, de vous dire quels sont ce qu'il faut que vous essayez d'évaluer chez votre animal et les premiers gestes à faire éventuellement avant de consulter, le temps qu'il soit pris en charge s'il y a besoin. Et ce qui vous dit ce qui est on essaie de dire ce qui est une vraie urgence et ce qui en est pas une. Voilà, celle qui a besoin d'être prise en charge immédiatement et celle qui peut éventuellement, on dirait, être une urgence relative et attendre quelques heures. Parce qu'on va dire un chien qui se fait mordre, par exemple, il a besoin d'être vu dans les heures qui suivent. Voilà, on laisse pas un chien avec une morsure pendant un week-end, mais s'il attend 3, 4 heures, éventuellement 6 heures, c'est pas dramatique parce que la plaie va commencer à s'infecter, mais si elle n'est pas trop délabrante, ça peut attendre. Mhm. On peut aussi ne pas attendre et le faire prendre en charge tout de suite. Hein, Oui, ce voilà. qui est bien aussi. Le plus tôt, c'est toujours le mieux. Voilà, on va dire, mais parfois, on est dans des situations où ça n'est pas possible de faire prendre en charge tout de suite. Donc, ce livre essaie de vous aider là-dedans, en vous disant quoi faire. En fait, c'est des conseils que je donne au téléphone tous les jours, quand il n'y a pas de consultation. Et j'essaie de réécrire ce que je dis aux propriétaires tous les jours quand je régule les appels d'urgence. Quelles sont les bonnes questions? Ouais, vous allez vraiment le dérouler, ça va être les questions que je vous poserai au téléphone, au final, globalement sur les symptômes présentés par votre animal et les cas où il faut s'inquiéter. Et il y a une annonce de date à nous faire? Oui, je l'ai oublié. 13 ou 15 mai, je sais plus. Ok. Ouais, ça sort le 13 ou le 15 mai. C'est vraiment, on est en train de finaliser là, on est en train de terminer la maquette pour que ça rentre dans le nombre de pages et tout ça. Aux Trop bien. éditions Albin Michel, donc SOS Chien, SOS Chat, euh, coécrit avec Alix Lefief, qui est ma plume, parce que je ne sais pas écrire. Voilà, je le dis ouvertement, ce n'est pas moi qui ai écrit mon premier livre, c'est toutes mes histoires qui ont été sublimées par Alix. Donc je les ai écrites, j'en ai fait un vrai torchon, on va dire, parce que je ne suis pas écrivain, et Alix a sublimé tout ça vraiment avec une belle plume. Et c'est elle qui m'a aidé sur celui-là aussi, parce que je suis pas écrivain. J'ai des choses à raconter, mais je suis pas écrivain. Tu es un super vétérinaire. C'est déjà beaucoup. Ouais, j'essaye, je ne peux pas en juger moi-même, j'essaye. Et est-ce que tu aurais un message à donner à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Ouais. Euh, Continuez à aimer vos animaux autant que vous les aimez. Vraiment. J'ai vu l'évolution, hein, j'ai grandi dans des cliniques véto parce que ma sœur était assistante véto. J'ai grandi à la ferme, donc j'ai toujours eu des animaux. J'ai vu les relations se transformer au fil des années. L'animal, c'est vraiment un membre de la famille aujourd'hui. Continuez à les traiter comme tels. Ça reste des animaux, donc il faut qu'ils leur place aussi, c'est très important. Mais rappelez-vous par rapport aux vétérinaires qu'on est humain aussi. Mhm.
comme on en a parlé en début de podcast, on a de plus en plus d'incivilité envers les vétos. Alors encore une fois, moi, je n'ai jamais, personnellement, si je me fais insulter au téléphone tous les jours, ça m'arrive fréquemment. Mais ça, c'est un plaisir. Ça, c'est vraiment un plaisir. Mais rappelez-vous, quand on voit l'animal, qu'on est humain, tu parlais d'erreurs, au début, il peut y en avoir, ça peut arriver. On peut pas tous les sauver. Comme dit, le nombre d'incivilités augmente. Je crois qu'il a doublé ou triplé ces dernières années. Euh, on est en sous-effectif de notre côté dans la profession. On manque terriblement de vétérinaires. Donc il y a des cliniques qui ont 2 semaines de délai. C'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Et on a un nombre de burn-out dans notre profession qui est incalculable. On est la profession qui a le plus de suicides. Pour y avoir été confronté avec un ami à moi, voilà, c'est la pression qu'on se met, parce que cette pression que vous nous mettez, on se la met déjà à nous-mêmes à la base. Hein. Si on est là, c'est parce qu'on aime, c'est parce qu'on veut aider, qu'on fait de notre mieux, qu'on essaye de toujours donner le mieux de nous. Je connais pas un veto qui est pas dans cette dynamique-là. Quand on est soignant, c'est ce qu'on essaye en fait. On est soignant comme les infirmières, mais il y a les mêmes incivilités en humaine. Et en général, c'est pas que c'est reflant, c'est juste qu'ils sont sous-effectifs et qu'ils ne peuvent pas plus. Il y a une fatigue de la profession du coup. Donc rappelez-vous juste quand on discute qu'on est humain, que derrière le masque de veto, il y a des personnes qui ont des problèmes aussi, et que tout ce que vous leur dites va les toucher profondément, parce qu'ils se donnent, toute la profession se donne à fond pour les animaux, et c'est vraiment hyper important pour nous ça en ce moment, parce que pour avoir des ennemis qui ont été confrontés à des incivilités sans nom, des insultes, des menaces de mort, y a rien de pire quoi. Ça donne plus envie d'y aller quoi derrière. Donc c'est un cercle vicieux. Alors, on va solutionner les problèmes d'effectifs. Normalement, les écoles véto sortent de plus en plus de monde. Donc, dans 3 à 5 ans, on devrait avoir ce problème-là derrière nous, et des soins véto, ça aura moins de délai, il y aura moins de tout ça. Même les urgences, ça sera plus facile, plus accessible avec moins de délai. Mais c'est un problème vraiment dans la profession aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un message important. Mais encore une fois, tout ça découle de votre amour pour les animaux, de continuer à les aimer. Parce que je comprends qu'on soit stressé, hein, franchement, je le comprends. Je suis dans l'émotionnel tous les jours. Je comprends la détresse, je comprends tout ça. Mais vraiment, on se donne à fond. Donc, souvenez-vous-en. Et dernière question, celle que je pose à chaque fois à la fin de chaque épisode sur le podcast. Qui aimerais-tu entendre derrière le micro d'Alopette? Un veto. Un veto. Je suis le premier. Ah non, je suis deuxième avec Yesenia, c'est ça, je crois. Troisième, il y avait Nico Veto aussi, oui. Ah, Nico Veto. Salut Nico, on se Nicolas. connaît pas encore, mais, mais je te suis sur les réseaux. Donc, non, j'aimerais bien voir Amaury Briand. Je n'en ai pas encore parlé. Okay. Amaury a un compte Le Veto Dermato sur les réseaux aussi, et le pro de la dermato pour moi. Okay. Donc je pense que ça peut être super intéressant pour vous de parler avec lui de dermato, parce que c'est des problèmes très compliqués à prendre en charge chez les chiens, chez les chats, et que c'est vraiment une spécialité aujourd'hui, la dermato. Donc avoir le point de vue d'un spécialiste là-dessus, ça peut être hyper intéressant pour toutes les personnes qui vont écouter ce podcast, parce que les problèmes de peau, c'est un des problèmes majeurs des animaux. Il y a les parasites, il y a les puces, mais il y a plein d'autres choses. Il y a les allergies alimentaires chez les animaux, c'est une galère toujours. Et pour les personnes qui sont confrontées à ça, ils savent de quoi je parle. Donc ouais, ça pourrait être super intéressant qu'Amaury vienne au micro. Merci pour la recommandation. Ouais, de rien. On est déjà à la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Pierre. J'étais ravie de t'accueillir aujourd'hui, vraiment. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura aidé à mieux comprendre comment réagir en cas d'urgence avec ton animal. N'hésite pas à suivre Pierre pour en apprendre encore plus. Et surtout, garde bien en tête ce numéro, le 3115, le numéro d'urgence qui peut faire toute la différence. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, parce qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir pour continuer à être de super pets parents. Alors à bientôt sur Allo Pets Podcast. Tu as aimé cet épisode? Alors n'hésite pas à en parler autour de toi, le partager et lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée.